C'est le plus grand exode auquel a jamais été confrontée l'Amérique du Sud. Un flux ininterrompu de Vénézuéliens cherchent refuge en Colombie. L'hémorragie dure depuis des mois. On a faim, qu'est-ce qu'on peut faire? Celui qui doit partir, c'est Maduro. D'un côté de ce pont, la misère et la corruption généralisée. De l'autre, l'espoir d'une vie meilleure. Entre les deux, des milliers d'hommes et de femmes fuyant le Venezuela. Submergés par l'ampleur du phénomène, les autorités colombiennes ont durci les conditions d'entrée dans leur pays. Mais rien n'arrête ce flux. Chaque jour, plus de 2000 Vénézuéliens s'installent en Colombie en passant par ce pont. Ils abandonnent un pays au bord de l'effondrement. Carte frontalière et passeport en main, s'il vous plaît. Bien visible, s'il vous plaît. Le Venezuela se vide, par villages entiers. Par ici, les amis. Allez, en route. Ces réfugiés ont 5 jours de route derrière eux. On est 44 personnes et on vient tous du même village. Porto La Cruz va devenir un village de zombies. Allez les gars, on se rassemble. Faites une file. Allez les uns derrière les autres. On se tire du pays, on n'en peut plus, on supporte plus. Ils fuient un pays dans l'impasse. Les manifestations de l'opposition se succèdent, chaque fois plus violentes. Intraitable, Maduro réprime à tout va. Pénurie de produits de base et de médicaments, file d'attente gigantesque devant les magasins. La chute du prix du pétrole a torpillé l'économie du pays. Première étape pour ces exilés quand ils arrivent à Cúcuta, la ville frontière, se délester de leur bolivar. La monnaie vénézuélienne est en perdition de près de 20% par jour. Je veux changer les bolivars en pesos. L'inflation au Venezuela dépasse les 2000%. Le bolivar ne vaut rien, il est complètement dévalué. Tu achètes quelque chose pour un bolivar et le lendemain ça te coûte le double. Par ici, les voyageurs qui veulent continuer vers le Pérou, l'Équateur, le Chili. Beaucoup de réfugiés filent dans les pays voisins. Là-bas, le dynamisme de l'économie nourrit l'espoir des migrants. Ceux qui n'ont rien fuient la misère pour la retrouver dans cette ville, de l'autre côté de la frontière. Un seul refuge sert des repas. Ce matin-là, une jeune femme est exfiltrée de la foule. Elle vient de s'évanouir. Ne pleure pas, mon amour. Elle n'a pas mangé depuis 2 jours. C'est parce que je suis restée dans la rue sans rien manger. Ici, il n'y a que des Vénézuéliens et on est tous affamés. Et c'est la faute du président du Venezuela. Dans cette cantine tenue par les jésuites, femmes et enfants sont prioritaires. On sert ici 1500 repas chaque jour. Manioc et riz au poulet. De quoi reprendre des forces pour Maria, la jeune fille tombée d'inanition. Pourquoi tu ne manges pas tout? Je ne sais pas, je ne peux pas, ça ne passe pas. Tu vas en garder pour ton mari? Oui. Je vais en garder pour cet après-midi. Ou pour mon mari et on partagera. Quand je pense à l'état dans lequel ils ont mis le Venezuela, ce qu'ils en ont fait. Quand tu vois ton peuple manger dans les poubelles, ne sois pas triste, mon amour. C'est très dur ce que l'on traverse dans notre pays. Il n'y a rien à manger. La plupart de ces migrants n'ont aucun statut. Et donc, pas de permis de travail en Colombie. Il ne leur reste que les petits boulots clandestins. Porteurs de valises,
Vendeurs de sandwichs, de cartes téléphoniques ou de bonbons. Tous sont vénézuéliens et se disputent les trottoirs. Ici, on achète des cheveux, on achète des cheveux. Pour se faire un peu de sous, il existe une autre solution, plus radicale. Je n'y touche pas plus. Je couperai juste ce qu'il y a au milieu. Tu les coupes où? En bas ou en haut? Tu coupes où? Au Venezuela, Rosa ne parvenait pas à nourrir sa famille avec son salaire de prof d'informatique. Elle s'apprête à vendre la chevelure de sa fille. Allez, on y va. Un garage abrite désormais un salon de fortune. La coiffeuse, elle aussi, est vénézuélienne. Les mèches qu'elle va couper puis revendre seront son gagne-pain. On est tous dans le besoin ici. On est tous dans la misère au Venezuela. Allez. Si son père voit ça, il me tue. Et il la tue aussi. Que vas-tu t'acheter avec l'argent de ses cheveux? On va faire des courses pour manger. Quelques mèches en moins, 10 €. Et comme par magie, rien ne se voit. C'est bien. Rosa et sa fille ont de quoi tenir quelques jours. Merci. Aucune structure d'accueil n'a été mise en place par le gouvernement colombien. Alors les Vénézuéliens s'installent dans des bidonvilles à la lisière de Cúcuta. Dans ces ruelles, une boue collante et pas d'éclairage public. Ici, une congrégation religieuse héberge une centaine de Vénézuéliens. Beaucoup de familles pauvres, mais aussi des cadres du régime Maduro qui ont fait défection. Comme cet ancien officier de police. Franklin Romero et son fils ont trouvé dans ce refuge un répit salutaire pour quelques semaines. J'ai emmené mes diplômes avec moi. J'étais directeur général dans la police. Tu as perdu du poids depuis. Oui, j'ai fait le régime Maduro. J'ai perdu 23 kilos. Franklin a fui son pays pour des raisons politiques. Il a demandé l'asile en Colombie. La faim a poussé les gens dans la rue. Des groupes paramilitaires ont été formés avec des délinquants. Le gouvernement a désarmé la police pour armer ces milices-là. Ce sont ces miliciens qui répriment les manifestations. Moi, j'ai toujours pensé qu'on ne devait pas maltraiter ceux qui manifestent pour leurs droits. Je n'étais donc pas d'accord avec cette répression. Alors, ils ont commencé à me persécuter, à me surveiller. J'ai été mis sur écoute. Si j'étais resté au Venezuela, je serais en prison. 600 000 Vénézuéliens se sont déjà réfugiés en Colombie. D'abord, il y a eu les cadres, les diplômés, les classes supérieures de la société qui avaient mis de l'argent de côté pour partir. Désormais, ce sont des jeunes, des familles et même des femmes enceintes sans argent ni ressources. Fuyant la pénurie de médecins et un taux de mortalité infantile 2 fois supérieur à la moyenne latino-américaine, 400 Vénézuéliennes ont accouché à l'hôpital de Cúcuta. Magny est au terme de sa grossesse. Elle est arrivée en bus et à pied. C'était stressant, car j'avais des contractions et je devais m'arrêter à chaque fois. Dans leur pays, ces jeunes femmes n'ont bénéficié d'aucun suivi prénatal, d'aucune échographie. Je suis venue ici pour qu'on s'occupe de mon bébé, car c'est mieux que là-bas. D'abord, là-bas, il n'y a pas de médecin. Il n'y a pas de seringue. Il n'y a même pas de gants. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'avenir. Pour les grossesses difficiles, accoucher au Venezuela serait carrément risqué. Si j'avais accouché au Venezuela, mon bébé serait sans doute mort. Malheureusement. Quand le bébé grandira, tu rentreras ? Oui, j'aimerais bien qu'il connaisse le Venezuela. Mon pays n'est pas responsable de ce qu'on a fait de lui. Près de la moitié des femmes qui accouchent à Cúcuta en ce moment sont vénézuéliennes. En 2 ans, 11 000 patients vénézuéliens ont été soignés ici. On va l'opérer. Il a un hématome au cerveau. L'hôpital est au bord de la faillite. Cette crise lui a déjà coûté plus de 5 millions de dollars.
En plus des problèmes du système de santé colombien, on doit assumer une crise humanitaire internationale. Si l'État ne nous donne pas d'argent, on va imploser. L'effondrement du système de santé publique vénézuélien a d'autres répercussions en Colombie. Des maladies qui avaient disparu refont leur apparition. Leur système de vaccination ne couvrirait que 50% de la population. C'est très bas. C'est lamentable. On recommence à voir des enfants avec la rougeole. On n'en a eu que 4 pour le moment. Et ils étaient tous vénézuéliens. Ça pourrait être le début d'une épidémie. Et si cette maladie revient, ça sera très grave. L'impact de l'afflux de réfugiés commence à se faire sentir. Mais le pouvoir central colombien ne semble pas prendre la mesure de la crise. Traditionnellement, la Colombie est plutôt une terre d'émigration. Le pays n'est pas préparé à accueillir un tel exode. Pour le gouverneur de la région, la situation est déjà critique. Je pense qu'il s'agit d'une crise humanitaire et que nous ne sommes pas prêts. La délinquance arrive, cela va avoir un impact sur notre sécurité. Tous les pronostics m'incitent à penser que la situation risque d'empirer, ce qui ne nous promet pas un avenir très réjouissant. Pour mieux maîtriser ce flux migratoire, le gouvernement a envoyé en renfort 2000 soldats. Ils se déploient sur les 2000 km de frontière avec le Venezuela. Une ligne poreuse que traversent clandestinement chaque jour des centaines de migrants sans passeport. Bonjour, vos documents d'identité, s'il vous plaît. On les a pas. Alors dégagez. Ces points de passage sont vitaux pour tous les groupes hors la loi. Ils se les disputent pour leurs activités criminelles. Cette unité lutte contre l'immigration clandestine et le racket des migrants. Elle traque aussi les contrebandiers. De l'autre côté de cette rivière, c'est le Venezuela. Ces passeurs sont en pause forcée. Ce jour-là, il a beaucoup plu. Le courant est fort. Pour échapper aux soldats, un contrebandier prend le risque de se noyer. Tous les jours, de l'essence, du gaz, des matériaux de construction passent clandestinement par ici. Ces produits, détournés au Venezuela, sont revendus une fortune en Colombie. Tu as un permis frontalier pour entrer sur le territoire? Non. Avec une simple carte d'identité, tu ne peux pas entrer dans le pays. Il faut passer par les postes de contrôle autorisés. D'accord. On a besoin de travailler. Nous, on meurt de faim. La situation économique là-bas est très dure, donc on n'a pas le choix. Les soldats ne lâchent pas le terrain. En face, côté vénézuélien, d'autres passeurs s'impatientent. Si vous n'étiez pas là, il se passerait quoi? Ils traverseraient et puis ils continueraient leur chemin tout droit par là. Quand ils savent que nous sommes là, ils sont obligés de passer beaucoup plus loin. Je vais mettre vos noms dans notre fichier. Et si vous essayez à nouveau d'entrer, je devrais vous arrêter et vous emmener au service de l'immigration. Dès que la rivière commencera à baisser, vous pourrez repasser de l'autre côté. En réalité, dès que les flots se seront calmés, les passeurs reprendront leur trafic. À 500 km de là, Bogota, la capitale colombienne, est devenue le refuge des opposants au président Maduro. Avocats, hommes politiques, étudiants, la fuite des cerveaux est massive. Cette journaliste est l'une des premières à avoir abandonné son pays. C'était il y a 8 ans. À la radio vénézuélienne, son travail dérangeait le régime Maduro. Elle présente désormais sur une chaîne colombienne 2 heures d'antenne dédiées à l'actualité de son pays. Depuis 24 heures, devant le principal hôpital pédiatrique de la capitale du Venezuela, des manifestants dénoncent le manque de médicaments qui met en danger la vie de leurs enfants. Visible au Venezuela jusqu'en 2014, son émission a été censurée par Maduro, qui a fait couper le signal de la chaîne.
Dans les médias officiels vénézuéliens, ils font le portrait d'un paradis qui n'existe que dans la tête de Nicolás Maduro. Dans les médias officiels, tout va bien, les gens ne meurent pas de faim. Vous n'y verrez jamais des témoignages comme ceux que nous recueillons. Ce n'est pas parce que ça n'existe pas, c'est parce qu'ils ne le diffusent pas. Je ne sais pas s'ils croient réellement qu'en ne diffusant pas ces infos là-bas, le peuple va penser qu'il vit dans un monde idéal. Bon, ça s'est bien passé aujourd'hui. Bête noire de Maduro, Salut, comment ça va? Idania incarne l'opposition au régime vénézuélien. Pour elle, pas question d'envisager un retour au pays sans un changement politique. Ma famille ne m'a pas permis de rentrer et j'ai considéré qu'il valait mieux ne pas revenir pendant un certain temps. J'ai un enfant ici avec moi et je ne veux courir aucun risque. Je crois en un pays où tout le monde peut penser ce qu'il veut et l'exprimer. C'est la cause que je défends et c'est ce que j'exprime. C'est ma conception du journalisme. Dans son émission, Idania rend aussi régulièrement compte de l'activisme des opposants en exil. La Cour suprême en exil du Venezuela tient aujourd'hui une audience afin d'ouvrir un procès pour corruption contre Nicolás Maduro. 30 magistrats vénézuéliens opposés au régime Maduro ont reconstitué à Bogota une Cour suprême indépendante. Une cour de justice parallèle pour contrer les juges de Caracas à la botte de Maduro. Rafael Ortega est l'un de ces hauts magistrats entrés en résistance. Son objectif, faire tomber le despote. C'est le premier tribunal en exil dans l'histoire de l'humanité. Là-bas, ce n'est pas qu'il n'y a pas de loi, c'est qu'il n'y a pas de tribunal, il n'y a pas de justice. C'est une dictature. Je pense que le monde entier ne s'est pas encore rendu compte de ce qui se passe réellement au Venezuela. Après une semaine de réunion à huis clos avec ses collègues exilés, le magistrat retrouve sa famille. Bonjour tout le monde. Cet appartement lui a été fourni par des soutiens de l'opposition vénézuélienne. On est combien aujourd'hui? 12. 12, je crois. Mon épouse Alexandra. Ma femme appelle ça une ambassade. Moi j'appelle ça un camp de réfugiés. Le camping quoi. Là c'est notre coin. Les vêtements. Ici cette partie, c'est mon bureau. C'est là que je mets mes dossiers. On se sent tout nu, dans un autre monde dont on n'a pas les codes. Leurs comptes bancaires ont été bloqués par le régime de Caracas. Regardez, le solde est à 0. Dépossédé de ses biens, accusé de trahison et menacé de 30 ans de prison, Rafael Ortega a dû fuir son pays en secret. Là, c'est le petit dernier, et là, c'est son père. Nous sommes 30 à avoir réussi à fuir, sur 33 magistrats. 3 sont toujours au Venezuela. 2 auraient été faits prisonniers, le dernier aurait disparu, on n'a pas de nouvelles. Avec toute sa famille, il est entré en Colombie par Cúcuta. Quand on est arrivé sur le pont, l'officier d'immigration colombien m'a dit une chose que je n'aurais jamais pensé entendre un jour. Il m'a dit « Sentez-vous libre ». Rafael Ortega et sa famille n'envisagent pas, eux non plus, de rentrer au Venezuela avant que le régime tombe. Pendant ce temps-là, sur le pont de Cúcuta, l'exode continue. Maduro prépare sa réélection. Une simple formalité que l'opposition a décidé de boycotter. 4 millions de Vénézuéliens sur 30 ont déjà quitté leur pays.